Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième webinaire des semaines interprofessionnelles de l'AIUF. Voilà, donc ce troisième webinaire qui est consacré à la téléexpertise en dermatologie. On aura la chance de voir plusieurs interventions de divers professionnels. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions durant ce webinaire à les poser dans le chat et on pourra y revenir à la fin. Oui, bonjour à tous. Donc, je partage mon écran. Je me présente, donc Yvan Tourjanski, je suis le président de l'URPS Kiné Île-de-France et le président de l'association Inter-URPS francilienne. Donc, merci aux uns et aux autres d'être présents aujourd'hui pour parler de la télédermatologie. Je vais vous faire un petit historique rapide et après je laisserai la place aux autres intervenants. Mais pour vous montrer que cette télédermatologie en fait est importante et présente au sein de nos URPS et au sein de notre association Inter-URPS. Donc juste pour vous dire qu'en 2011, l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes avait rappelé, entre guillemets, la possibilité qu'avaient les kinésithérapeutes de pratiquer la détection des précoces des cancers de la peau avec donc des affiches que vous voyez ici en lien avec l'INCA pour vous dire que les kinésithérapeutes étaient déjà, entre guillemets, dans cette démarche, mais comme d'autres, je dirais, prendre en compte la peau de nos patients et pas uniquement de les masser, si je puis dire, ou de les mobiliser. Je vous rappelle qu'en 2015, donc, on y avait une association avant l'AIUF, on avait une association qui s'appelait l'ARDOC, qui était l'association régionale pour le déploiement des outils communicants. Et donc, dans cet ARDOC, étaient réunis plusieurs URPS et on avait réfléchi déjà à un projet en 2015 de télédermatologie, puisque vous avez le texte sous les yeux, un projet expérimental, ambulatoire et pluriprofessionnel. Euh, voilà, et qui, outre les dermatologues, c'était ce qui avait marqué, les acteurs libéraux concernés étaient les médecins généralistes, les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes et les pédicures podologues. Donc une volonté commune de, entre guillemets, pour nos trois professions non médecins, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes et pédicures podologues, de pouvoir en fait avoir un regard sur la peau de nos patients et de pouvoir et orienter vers les dermatologues pour les, entre guillemets, les rassurer ou les prendre en charge. Donc le processus, je le mets rapidement en place pour vous dire qu'on avait déjà en fait établi un petit processus que vous avez en détail, mais qui était un processus évidemment de formation des requérants, qui étaient donc les médecins généralistes, les infirmiers, les kinésithérapeutes et les podologues. Identification des lésions suspectes avec prise de photos, transmission sur un serveur agréé, donc agréé données de santé. Enfin, on faisait appel à des dermatologues qui étaient requis et qui avaient 72 heures pour rendre leur expertise et qui faisaient en fait deux diagnostics, si je puis dire, un dépistage positif et donc ils envoyaient vers un dermatologue de proximité en informant bien évidemment le requérant et le médecin traitant. Et si le dépistage était négatif, ben, il y avait aussi une information vers donc les effecteurs, les patients et le médecin traitant. Vous voyez que ces dispositifs ressemblent à ce que l'on a aujourd'hui, mais on était sur une expérimentation et un processus qu'on avait déposé avec, je le rappelle, l'ancêtre du Cézanne qui interviendra avec moi, qui s'appelait le Décisif et qui était notre groupement public qui, entre guillemets, mettait en œuvre toutes les solutions pour pouvoir réaliser cette télédermatologie. En 2017, on était trop en avance puisque on a eu un échec du pluriprofessionnel, puisqu'en fait le cadre légal et l'ARS qui nous accompagnait avaient demandé au ministère, donc à la DGOS, si en fait les professions paramédicales que nous sommes, c'est-à-dire infirmiers, pédicure podologue et kinésithérapeutes, pouvaient entre guillemets entrer dans ce processus. Et en fait, on a eu la réponse que seul un professionnel médical peut transmettre le télédossier. Donc, grosso modo, échec de notre projet, mais continuité quand même du projet avec les médecins généralistes dès 2018 avec donc l'ARDOC, toujours notre association inter-URPS, l'Agence régionale de santé et le Cézanne qui avait trouvé son nouveau nom en 2017.
L'évolution des textes depuis 2017, vous le savez tous et ça sera rappelé par le Cézanne, on est passé de la télémédecine à la télésanté. La crise sanitaire, donc dans le droit commun, entre guillemets, la télésanté a élargi aux non-médecins. La crise sanitaire qui est arrivée nous a permis d'avoir en dérogation pour les paramédicaux des actes de téléconsultation. Et donc, après le Covid, on a eu une évolution donc, de la loi et aussi des conventions, puisque c'est vrai qu'au début, il y avait que les médecins qui étaient financés pour tout ce qui était télésanté, téléexpertise, etc. Et donc télédermatologie. Et maintenant, les autres professions, que ce soit les infirmiers et les kinés notamment, peuvent, dans, entre guillemets, le champ conventionnel, pouvoir facturer ce qui est possible maintenant dans le champ je dirais, de la santé publique et du Code de la santé publique. Donc là, je vous ai mis des exemples, notamment pour les kinésithérapeutes, pour vous dire que dans toutes les régions de France, il y a aujourd'hui des expérimentations, que ça soit, vous voyez, le Midi Libre, c'est l'Occitanie, vous avez Nouvelle-Aquitaine, vous avez l'URPS Rhône-Alpes-Auvergne, mais il y a aussi Hauts-de-France, etc. Donc toutes les URPS kinésithérapeutes, et on a une association nationale des URPS kinés, et on a, entre guillemets, un projet commun d'organiser et de déployer cette télédermatologie, cette téléconsultation. Voilà, je vais laisser la place aux autres intervenants pour rentrer dans le vif du sujet, mais pour vous expliquer quand même que nos URPS et notre association, donc à ARDOC, puis AIUF, puisque l'ARDOC s'est transformé en AIUF, euh, est entre guillemets sur ce sujet depuis un certain nombre d'années. Voilà, merci Gladys, je te redonne la parole et j'arrête le partage. Merci pour cette petite introduction. On va pouvoir maintenant laisser la parole à Pierre-Michaël. Je vais prendre la main pour évoquer des généralités sur la télésanté. Donc, je fais partie du Cézanne. Donc, j'interviens au Cézanne en tant que directeur de projet et j'accompagne toutes les dynamiques en télésanté de la région. Donc, un petit mot, si vous me permettez, sur le Cézanne. Donc, on est le grade d'Île-de-France. Donc, c'est un acronyme qui veut dire Groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Mais en d'autres termes, de façon plus simple, on est en quelque sorte une structure de référence du numérique en santé. Et in fine, notre mission, quelle est-elle? Principalement, c'est d'accompagner les professionnels de ville ou à l'hôpital, des champs sanitaires ou médico-sociaux, dans la mise en place d'outils numériques au service des pratiques et des parcours patients. Parce qu'aujourd'hui, on le sait tous, le paysage numérique en santé, il est vaste, il est compliqué. Donc là, je vous affiche un certain nombre d'outils numériques qui sont actuellement déployés en cours de déploiement à l'échelle de la région. On retrouve des outils nationaux dans le cadre, par exemple, de la mise en place du Ségur du numérique. On retrouve également des outils plus régionaux. Donc, dedans, je pourrais citer Santégraphie ou aussi notre plateforme de télésanté d'Île-de-France, Ortif. Mais bien sûr, l'objet de tout ça, c'est pas de faire du numérique pour faire du numérique, c'est bien de faire du numérique pour améliorer les pratiques et la prise en charge des patients. Donc, nous, notre travail est principalement axé sur les parcours patients, sur le métier et de mettre en place les outils qui sont donc au service des professionnels et des patients. Alors, si on fait un petit zoom un petit peu plus précis sur le métier, sur les enjeux métiers, les contextes. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a une augmentation des maladies chroniques, des maladies de peau en particulier. Et on constate aussi qu'il y a de plus en plus de patients qui n'ont pas de médecin traitant. Il y a beaucoup de professions en tension, avec parfois, en fonction des spécialités, des temps d'attente très longs avant d'avoir un rendez-vous, et c'est le cas en dermatologie. Il y a une problématique d'accès à ces spécialistes-là. Il y a des zones blanches également, sans médecin, où certaines spécialités ne sont pas représentées, et des patients qui ont parfois aussi du mal à pouvoir se déplacer pour aller à la rencontre des professionnels. Et donc l'enjeu, au final, quel est-il? Il est de récupérer, d'optimiser le temps médical des professionnels, offrir aussi une couverture sur l'ensemble du territoire pour toute spécialité, améliorer aussi la coordination, communication, collaboration, interprofession et aussi interstructure, puisqu'aujourd'hui, les prises en charge des patients, elles sont plus l'objet
d'un seul professionnel ou d'une structure, mais elle est bien interprofessionnelle, interstructure, et aussi offrir une prise en charge la meilleure possible pour les patients. Et donc, si on fait un petit zoom sur la partie de télésanté qui a bien entendu un rôle très important à jouer dans cette histoire-là, si on en revient à la définition initiale telle qu'elle est écrite dans les textes, donc c'est précisé ainsi, c'est que c'est une forme de pratique médicale qui s'exerce à distance en utilisant les technologies de l'information et de la communication, et elle se décompose en deux domaines d'activité qui sont le télésoin et la télémédecine. En fait, la télésanté, pour faire simple, c'est une nouvelle modalité de prise en charge qui va se réaliser à distance en utilisant l'outil informatique. Et donc, il y a plusieurs modalités de prise en charge qui sont définies dans les textes. Donc, la téléconsultation, qu'on connaît tous, qui a connu un grand essor lié à la crise Covid et qui est maintenue encore à des niveaux assez importants, mais il y a une grande marge de progression qui est malgré tout identifiée par les pouvoirs publics. Donc, la téléconsultation, c'est la faculté de pouvoir consulter son patient à distance en utilisant un moyen de vidéotransmission. Un autre acte également dont il est principalement question aujourd'hui, c'est la téléexpertise. Donc, c'est la faculté pour un professionnel de santé et pas uniquement médical, et c'est une grosse évolution par rapport aux textes initiaux, c'est-à-dire que les paramédicaux peuvent également solliciter une expertise d'un professionnel médical au travers de la téléexpertise. Donc, c'est la faculté de pouvoir poser une question, demander un avis en utilisant un moyen technologique. La télésurveillance, c'est la possibilité de suivre un patient à distance, donc depuis son domicile en utilisant un dispositif connecté qui peut prendre la forme d'un objet connecté ou également d'un logiciel métier. Il y a la possibilité aussi de mettre en œuvre de la téléassistance médicale. Donc, c'est la possibilité pour un professionnel de se faire assister dans la réalisation d'un acte de soins par un autre professionnel qui, lui, va se trouver à distance. Et enfin, pour clôturer les aspects de télémédecine, il y a la possibilité pour les centres 15 également de mettre en place de la télésanté qui va prendre la forme principalement de vidéotransmission. Et il y a un petit nouveau qui est récemment apparu, c'est le télésoin. Donc, c'est la possibilité pour un professionnel paramédical de réaliser en quelque sorte une consultation à distance de son patient. Donc, bien entendu, ces actes doivent suivre un certain nombre de conditions pour être réalisés. Donc là, je vais vous repréciser par typologie d'actes de télésanté et aussi par métier. Quelles sont les conditions, qu'est-ce qui est possible de faire au final. Et vous retrouvez systématiquement dans la marge à droite un lien vers le site Amélie qui présente en détail toutes ces modalités. Donc, la téléconsultation, donc dans les dispositions générales, donc, qui est réalisée par un professionnel médical. Donc, il faut obligatoirement recourir à un outil qui permette de l'échange vidéo au travers d'un outil sécurisé. Donc, on ne fait pas de téléconsultation par WhatsApp en particulier. Il faut obligatoirement informer et recueillir le consentement du patient. Cette téléconsultation, elle peut être assistée. Donc, le patient peut être assisté par un autre professionnel de santé, un infirmier par exemple, ou un autre professionnel paramédical, ou par un aidant. Et cette téléconsultation doit être finalisée par un compte-rendu qui est intégré dans le dossier du professionnel et également transmis au DMP. Donc aujourd'hui, la téléconsultation concerne tout patient. Donc tout patient peut bénéficier d'une téléconsultation et elle peut être réalisée par tout médecin, par les sages-femmes également, et aussi par les chirurgiens dentistes. Seulement pour cette dernière profession, il n'y a pas encore d'accord conventionnel passé avec l'assurance maladie. Donc, il y a un cas particulier pour la téléconsultation qui est pour les sages-femmes. Je souhaitais vous le faire apparaître à l'occasion de ce webinaire parce que potentiellement, dans l'auditoire, on peut avoir ce type de professionnel de représenter. Donc, c'est exactement les mêmes conditions de réalisation que le cas général, sauf qu'il y a des exceptions.
Et c'est là où c'est important dans la télésanté, quand on souhaite la mettre en œuvre, de se poser les questions, de savoir quelles sont les indications et les types de prise en charge qui peuvent permettre une prise en charge en télésanté et donc en téléconsultation. Et donc, de la même façon, je vous mets le petit lien sur la droite qui renvoie vers le site de référence d'Amélie. Ensuite, si on fait un petit zoom sur la téléexpertise, donc pour réaliser une téléexpertise, il faut également utiliser un outil informatique sécurisé. Donc, il y a un certain nombre de solutions techniques qui existent sur le marché. Donc, il y a des solutions dédiées télésanté, mais on peut aussi utiliser des moyens plus simples pour faire une téléexpertise, comme une messagerie instantanée sécurisée ou alors une messagerie MS Santé. Donc, c'est également une possibilité qui est offerte pour réaliser ce type d'acte. Et donc, bien entendu, comme la téléconsultation, il faut informer et recueillir le consentement du patient, réaliser un compte-rendu qui vient alimenter le dossier du patient et pousser au DMP. La connaissance préalable du patient n'est pas requise dans le cas d'une téléexpertise. Tous les patients peuvent bénéficier d'une téléexpertise et au niveau des requérants, donc tout professionnel de santé peut faire une demande en téléexpertise. Donc en particulier, toutes les professions paramédicales sont en capacité de le faire. Par contre, au niveau des requis, donc ce sont uniquement les médecins, toutes spécialités confondues, et les sages-femmes qui peuvent rendre des avis en téléexpertise. La télésurveillance, c'est un autre acte de la télésanté. Elle est soumise à déclaration d'activité auprès de l'Agence régionale de santé. Elle doit faire l'objet d'une contractualisation avec un exploitant, donc l'exploitant qui est le fournisseur du dispositif de télésurveillance qui, comme je le précisais, peut être un objet connecté ou également un logiciel dans lequel, par exemple, le patient va saisir à intervalles réguliers un certain nombre de constantes et de paramètres. Et aujourd'hui, dans les pathologies qui sont validées par la Haute Autorité de Santé, il y a la dermatologie n'en fait pas encore partie. Et donc, on a l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, respiratoire, diabète, oncologie et arythmie cardiaque. Donc, cette modalité de prise en charge en télésurveillance concerne uniquement les patients concernés par l'une de ces pathologies suscitées et elle peut être mise en œuvre par tout médecin spécialisé dans l'une de ces pathologies. Ensuite, faisons un petit zoom sur la partie télésoins qui concerne les professionnels de santé paramédicaux. Donc, le télésoin, en fait, c'est comme une téléconsultation, en fait. Donc, ça suit les mêmes conditions réglementaires. Donc, pour réaliser ce télésoin, il faut obligatoirement utiliser un système sécurisé de vidéo. Donc, ça, c'est un impératif. Donc, on ne fait pas de télésoin, on ne fait pas de téléconsultation par téléphone. C'est totalement à proscrire. Et donc, en particulier pour les infirmiers, il y a 4 actes possibles qui figurent dans les conditions de prise en charge en télésoins. Donc, je vous laisse prendre connaissance sur cette slide. Donc, tout patient concerné par l'un de ces 4 actes peut bénéficier d'une prise en charge par télésoins et tous les infirmiers sont en capacité de le mettre en œuvre. Ensuite, donc j'ai globalisé pour toutes les spécialités qui nous concernent aujourd'hui. Donc, les masseurs, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures, podologues, toutes ces professions sont en capacité de mettre en œuvre du télésoin. Tous les actes inscrits dans la nomenclature NGAP sont réalisables en télésoin. Et il y a quand même une exception à ça, bien entendu, c'est logique. Comme on dit, cela va sans dire, mais c'est toujours mieux en le disant, c'est que, bien entendu, les actes qui nécessitent un contact direct avec le patient ou qui nécessitent également un matériel spécifique qui n'est pas à disposition du patient à son domicile ou depuis le lieu où il va réaliser le télésoin, ne peuvent pas être réalisés en télésoin. Il faut également connaître préalablement le patient, donc il y aura forcément un premier rendez-vous, une première consultation en présentiel avant de déclencher une prise en charge future en télésoin. Et bien entendu,
ces actes de télésoins doivent être sanctionnés à l'issue par un compte-rendu qui est intégré dans le dossier du spécialiste et également dans le DMP du patient. Pas de restrictions sur les patients et pas de restrictions non plus au niveau des professionnels concernés. Et donc, de la même façon, je vous mets dans la marge les liens vers le site Amélie des différentes professions. La télésanté, donc c'est un nouvel outil qui est mis à disposition des professionnels et des patients, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en œuvre de la télésanté à tout prix. Et donc, dans ce contexte-là, les pouvoirs publics ont mené des réflexions en fait, éthiques et humaines sur quelles sont les bonnes questions et quelles sont les règles à respecter, les questions à se poser pour en fait donner du sens à cette activité, garantir la confiance des patients et au final encourager le développement de cette nouvelle pratique. Et donc, il y a un document que je vous invite vraiment vivement à consulter, dont vous retrouvez le lien en marge. Et en particulier, bon, il peut être un petit peu dense à prendre connaissance, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du document, vous avez des retours d'expérience de professionnels par rapport à des situations bien particulières et concrètes. Et voilà, qui permet de questionner un petit peu ces nouvelles pratiques, de voir qu'est-ce qu'il aurait fallu mieux faire peut-être, comment améliorer les choses pour faire en sorte que voilà, qu'il y ait la meilleure prise en charge possible des patients en télésanté et que ce soit aussi efficient pour les professionnels. Si on fait un petit résumé de tout ça, par rapport aux différentes professions, donc infirmier, orthophoniste, masseur kiné, sage-femme, orthoptiste et pédicure podologue, qu'est-ce que concrètement vous pouvez faire? Vous pouvez faire une demande d'expertise à un professionnel médical, donc à un médecin ou une sage-femme. Pour les sages-femmes en particulier, vous pouvez répondre à des demandes d'expertise faites à des professionnels, faites par des professionnels paramédicaux. Vous pouvez également assister un professionnel médical dans la réalisation d'une téléconsultation. Il y a beaucoup de cas d'usage qui se développent actuellement en région où des IDE libérales assistent par exemple un médecin dans la réalisation d'une téléconsultation. Vous pouvez également réaliser du télésoin avec vos patients et une téléconsultation pour les sages-femmes. Alors oui, ça c'est important. La télésanté, on pourrait faire un parallèle avec un slogan qu'on connaît tous, qui est les antibiotiques, c'est pas automatique. La télésanté, c'est un petit peu pareil. C'est pas pour toutes les prises en charge. C'est une modalité de prise en charge complémentaire qui vient apporter de l'efficacité dans le travail, dans les pratiques des professionnels, qui vient aussi apporter du confort pour les patients et une sécurité dans la prise en charge des patients pour les patients qui sont éloignés de certains professionnels ou du système de santé, mais ce n'est pas quelque chose qui doit être mis systématiquement en place. C'est-à-dire que c'est aux professionnels de juger par rapport à différentes situations patients s'il est opportun de mettre en place la télésanté ou non. Maintenant qu'on a dit tout ça concrètement, comment ça se passe pour mettre en place de la télésanté, de la téléexpertise? Ce qu'on encourage vivement, nous, au niveau de la région, c'est que les professionnels fassent une évaluation des besoins cliniques, définissent un projet médical, identifient aussi des partenariats, puisque, vous l'avez compris, téléexpertise implique qu'il y ait un requis d'un côté et un demandeur de l'autre. Donc, il faut obligatoirement, à un moment donné, que les professionnels travaillent des parcours, des filières de prise en charge, se mettent d'accord sur des modalités de fonctionnement. Et Yvan l'a très bien dit dans son introduction, au travers de son petit schéma, que pour mettre en place de la télésanté, il a fallu mettre en place, définir une forme de protocole qui permettent de rendre efficientes et pertinentes ces prises en charge en télésanté, en particulier en dermatologie, où il s'agira principalement de transmettre des éléments
photographique à l'expert pour qu'il puisse rendre une expertise qui soit pertinente. Donc ça, c'est un préalable indispensable. Il ne faut pas résumer la télésanté à la mise en place d'un outil technique, un outil numérique. C'est avant tout un projet médical, des parcours à réfléchir entre les différentes parties prenantes. Se pose également l'acquisition d'un outil adapté et sécurisé pour la mise en œuvre des actes de télésanté et ou l'utilisation d'un outil partenaire. Donc ça va dépendre dans quelle situation vous vous trouvez. Si vous vous trouvez en position de requis ou en position de requérant. Si vous êtes en position de requérant, vous allez mobiliser l'outil technique qui est mis en œuvre par la personne requise, donc par l'expert, sur laquelle il s'attend à recevoir les demandes en téléexpertise. Et c'est là une difficulté que les professionnels demandeurs ont aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs outils sur le marché et aujourd'hui, il n'existe pas d'annuaire. Alors, pas encore, j'ai envie de dire, parce qu'on a un fabuleux outil qui est le répertoire opérationnel des ressources, donc le ROR, qui a vocation, à terme, de référencer l'ensemble de cette offre de télésanté disponible à l'échelle de la région et plus largement à l'échelle de la France. La mise en place de la télésanté implique aussi une communication auprès des patients et des partenaires. Donc, l'acculturation des professionnels, l'information des patients, c'est bien entendu un levier très important pour le déploiement de cette activité. Il faudra bien entendu la mettre en place, donc voir comment cette activité s'intègre dans votre quotidien et dans vos pratiques. Et il sera très important aussi de suivre également les usages et aussi de régulièrement faire ce qu'on appelle des retours d'expérience. Donc, c'est questionner sa pratique pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et comment améliorer. Si on fait un petit focus sur les aspects techniques, en fait, au-delà de l'outil informatique, enfin du logiciel, aujourd'hui, tous les professionnels, ou alors peut-être de rares exceptions, tout le monde est équipé du matériel nécessaire pour faire de la télésanté, c'est-à-dire qu'il faut une caméra, un micro, des haut-parleurs et bien entendu de l'Internet, du réseau. On se pose aussi beaucoup la question des objets médicaux connectés. Oui, bien entendu, mais attention, warning, évaluez bien vos besoins par rapport à ces outils-là. Parce que ne vous lancez pas forcément dans l'achat d'une mallette avec 10 dispositifs dedans pour qu'au final, ça reste au fond du placard. Donc, ça peut être pertinent, mais il faut bien se poser la question par rapport à ça. Et sur les outils sécurisés dont je fais référence depuis le début de mon intervention, donc il existe bien entendu des outils spécifiques à la télésanté et ce sont bien évidemment les outils les plus performants pour pouvoir réaliser cette activité-là parce que vous allez en particulier retrouver dedans l'offre de soins, mais particulière à un outil. Vous allez aussi être guidé dans un workflow, disposer de formulaires adaptés à certaines spécialités. Donc, c'est vraiment la meilleure chose pour pouvoir faire de la télésanté, mais vous pouvez également, comme je le disais, utiliser, par exemple, pour faire de la téléexpertise, la messagerie sécurisée de santé et éventuellement un chat sécurisé, comme il en existe plusieurs. Je peux vous donner l'exemple, par exemple, en Île-de-France, on a une plateforme qui s'appelle Santélien qui offre cette fonctionnalité-là. Un petit mot sur la prise en charge des actes de télésanté par l'assurance maladie. Donc aujourd'hui, tous les actes ne sont pas pris en charge financièrement par l'assurance maladie. Donc là, vous avez ici une petite grille qui présente en colonne en fonction de l'acte de télésanté et en ligne en fonction de votre spécialité, s'il y a une prise en charge aujourd'hui prévue ou pas encore, parce qu'il y a aussi des prises en charge qui sont encore en discussion, du coup, entre les différents représentants des professions et l'assurance maladie, pour que ce soit pris en compte à l'avenir par l'assurance maladie. Donc là, concernant vos professions, vous voyez que
c'est pris en charge au niveau de l'activité de télésoins, au niveau d'une demande de téléexpertise également, sauf pour les orthoptistes, pas encore aujourd'hui. Et ici, là, c'est une petite grille également synthétique qui reprend également les cotations, donc la rémunération du professionnel dans la réalisation de son acte de télésanté. Et vous retrouverez tous ces détails sur les références Amélie que je vous ai indiquées. Un petit mot complémentaire sur l'aide à l'équipement. Donc, au-delà de la cotation des actes, il peut y avoir aussi des dispositifs complémentaires mis à disposition, enfin proposés par l'assurance maladie. Donc, vous voyez qu'il y a des forfaits qui existent sur l'équipement en système de vidéotransmission et il y a aussi une aide financière sur l'équipement d'appareils médicaux connectés. C'est toujours intéressant de savoir qu'il y a ces aides complémentaires qui existent. Et ensuite, pour illustrer un petit peu tous les propos, et ce sera le mot de la fin pour moi. Donc, en Île-de-France, vous savez, on a, ou peut-être pas, donc on dispose d'un outil régional qui s'appelle Ortif, donc l'outil régional de télésanté d'Île-de-France, qui trouve ses origines dans des réseaux qui sont animés par la région comme Urgence AVC, la Grande Garde de Neurochir, et qui, depuis 2014, donc, a beaucoup évolué et on est aujourd'hui en sa version 3 et qui prend en compte maintenant tout type d'usage. Et donc, bien entendu, l'enjeu aujourd'hui pour les professionnels de ville, c'est de retrouver et de pouvoir solliciter de l'expertise disponible à l'échelle de la région et sur un territoire donné. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de la télésanté proposent ce qu'on appelle des portails ville-hôpital. Donc là, c'est un exemple sur la plateforme d'Ortif. Mais j'imagine que Omnidoc, dans l'intervention qui va être faite juste après moi, va présenter certainement un dispositif similaire. Et ces portails-là ont vocation, donc pour les professionnels de ville, à aller rechercher et formuler une demande d'expertise vraiment de façon très simplifiée, où juste l'authentification du professionnel est nécessaire pour pouvoir accéder à cette offre qui est mise à disposition par les établissements experts. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation et je peux rendre la parole à Gladys. Merci Pierre-Michaël, merci pour cette présentation très Merci. complète. On va bien maintenant pouvoir laisser la parole à Hildegarde de l'équipe de soins spécialisée en dermatologie. Du coup, bonjour à tous, je suis Hildegarde Hoffner, je suis la coordinatrice de l'équipe de soins spécialisée en dermato et vénérologie d'Île-de-France. Du coup, je vais vous présenter un petit peu ce que sont les équipes de soins spécialisées, donc les ESS, et en particulier ce que nous, on fait comme réseau de téléexpertise dans notre équipe de soins. Donc, tout d'abord, les équipes de soins spécialisées, elles ont été introduites en juillet 2019 dans la loi de transformation du système de santé. Et donc, les ESS, c'est des rassemblements, des regroupements de professionnels de santé, donc de tout type de médecine spécialisée, donc sauf les médecins généralistes, qui peuvent se rassembler entre eux pour essayer d'améliorer l'accès à leur spécialité, mettre un projet en commun pour améliorer cette spécialité et travailler ensemble dans la structuration des parcours de santé. Il y a une visée qui est assez régionale de ces ESS. Donc l'objectif, c'est qu'au final, elle soit régionale, mais ça peut commencer au niveau d'un département. Donc les ESS qui avaient été créés en 2019 ont ensuite été, il y a eu une reconnaissance de ces ESS dans la convention médicale qui a été signée en juin 2024 avec un nouveau système de financement, avec un financement dédié à partir de 2025. Et donc les missions des ESS, c'est de coordonner et sécuriser les prises en charge en logique donc, de parcours et améliorer l'égal accès aux soins de spécialité en termes géographiques et financiers. Donc, il y a vraiment une articulation territoriale des ESS. L'objectif, c'est de collaborer avec les professionnels de santé de ville, donc de premier recours, donc médecins généralistes et autres professionnels de santé. Il y a également beaucoup de partenariats avec les CPTS de nos régions.
et également une articulation avec les établissements de santé pour qu'il y ait vraiment un parcours de soins général et donc structurer l'offre de soins de second recours sur les territoires que représente chacune des ESS. Donc pour ce qui est de notre ESS, donc l'équipe de soins spécialisée en dermatologie et vénérologie d'Île-de-France, donc c'est une spécialité pour les dermatologues vénérologues qui regroupe donc toute l'Île-de-France. Elle a été créée en novembre 2019. C'était du coup la première ESS de France à être créée et qui est du coup entrée dans le droit commun avec la mise en place des ESS dans la convention médicale, avec une convention tripartite avec l'ARS Île-de-France et les CPM de Paris, qui a du coup d'ailleurs été signée il y a 2 jours officiellement. Donc on a actuellement 123 dermatologues adhérents à notre ESS. Donc c'est tous des dermatologues d'Île-de-France qui ont obligatoirement une partie de leur activité en libéral, car les ESS représentent donc les médecins libéraux. Et donc, on met en place plusieurs projets. Et les projets dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est particulièrement nos projets de réseau de téléexpertise. Donc, on a actuellement 2 réseaux de téléexpertise, un en oncodermatologie et un dédié aux dermatoses chroniques inflammatoires. Donc, les réseaux de téléexpertise, de manière générale, l'objectif, c'est donc d'aider le dermatologue à être alerté et à pouvoir trier ses urgences. Donc, ça permet également d'éviter, comme vous le savez, c'est assez compliqué d'avoir des rendez-vous avec un dermatologue car on a un grand manque de dermatologues actuellement. Donc, ça va permettre de trier un peu les urgences du dermatologue via la téléexpertise. Donc, avec un objectif de raccourcir les délais de prise en charge pour les demandes qui vont être urgentes. Et ça permet également d'avoir un outil du coup qui est sécurisé sur lequel transitent les demandes d'avis pour que tout soit bien dans le cadre, pour pas qu'il y ait d'informations médicales qui circulent sur des sites qui ne sont pas sécurisés. Et ça va permettre également d'avoir mis en place ces réseaux de téléexpertise, de pouvoir valoriser l'activité de téléexpertise avec une codification pour le requérant et pour le requis. Donc, pour ce qui est de notre réseau de téléexpertise en oncodermatologie, donc c'est le premier qui a été mis en place, qui a été créé du coup à la création de notre ESS en 2019, qui actuellement a 42 dermatologues requis, donc 42 dermatologues qui peuvent répondre aux demandes de téléexpertise. Et on a actuellement plus de 1700 requérants qui sont inscrits sur le réseau. C'est un réseau qui permet aux requérants d'envoyer à un expert dermatologue une lésion suspecte de cancer cutané. Donc, tous nos dermatologues sont libéraux ou en activité mixte. Et donc, l'objectif, c'est de raccourcir le délai de prise en charge pour ces potentiels cancers cutanés. Actuellement, ce réseau, il est ouvert aux médecins généralistes, aux médecins vasculaires, aux infirmiers, aux pédicures podologues, aux kinésithérapeutes et aux gériatres. Et pour ce qui est du réseau oncodermatologie, au niveau de l'Île-de-France, le réseau est séparé en 3 zones. Il y a la zone nord avec 75, 93, 95, la zone sud-ouest 92, 91, 78 et la zone est 77, 94 pour essayer d'éviter que les patients aient trop à se déplacer si jamais il y a nécessité de voir le dermatologue à la suite de la téléexpertise, mais tout en restant un petit peu quand même large pour éviter qu'il y ait une attente trop longue pour avoir une réponse à la téléexpertise. Sur ce réseau, depuis sa création, on a eu plus de 3500 téléexpertises qui ont été prises en charge. Dans ces téléexpertises, il y avait 28,4% de ces téléexpertises qui étaient en fait des lésions cancéreuses et 8% des lésions précancéreuses. Ce qui fait que quand même, ça montre qu'il y a une vraie nécessité, mais il y a quand même 63% qui étaient des lésions bénignes, ce qui ont permis que pour ces 63%, il n'y ait pas forcément la nécessité de voir le patient ensuite. Rien qu'avec la téléexpertise, ça a permis d'éliminer le risque, enfin, le dermatologue a pu voir qu'il n'y avait pas de risque de cancer de la peau et ça évite aux patients de se déplacer et ça évite de faire des rendez-vous inutiles pour le dermatologue comme ça, il peut voir plus de patients. Et donc, il y a 57% des téléexpertises qui ont nécessité ensuite une consultation. Donc, quand même, c'est un petit peu plus de la moitié, mais ça veut dire qu'il y a moins de la moitié qui n'ont pas nécessité de consultation derrière. Il y a 136 mélanomes qui ont pu être diagnostiqués, 407 carcinomes basocellulaires et 224 carcinomes épidermoïdes. Donc, il y avait 36% des demandes qui correspondaient à des cancers cutanés ou des lésions précancéreuses. En général, pour ce qui est du temps de réponse, on est sur un temps moyen de 33 heures pour une réponse à la téléexpertise et un délai moyen de 3 heures. Pour ce qui est des mélanomes, donc c'est les cancers cutanés les plus graves, suite à la téléexpertise, il y a une proposition, enfin il y a une consultation qui a lieu dans les 8 jours.
Et pour les carcinomes qui sont donc un petit peu moins graves, une consultation dans les 18 jours. Donc quand même, ça raccourcit énormément le temps d'attente pour une consultation par rapport au temps actuel en dehors des réseaux de téléexpertise. Et donc ça a évité quand même 40% des consultations en présentiel. Nous, notre réseau actuellement, il est sur OmniDoc. Vous aurez une présentation juste après pour vous montrer un petit peu en détail comment fonctionne le réseau. Donc, je ne vais pas entrer plus dans les détails maintenant. Mais du coup, comme je vous le disais, il y a 3 zones. Donc, les demandes peuvent se faire soit directement au niveau de la zone, donc la zone qui, soit c'est la zone où vous êtes situé en tant que requérant, ou alors où habite le patient. Parce que l'objectif, c'est que s'il y a besoin de voir le dermatologue derrière, il faut que le patient puisse se rendre chez le dermatologue. Donc, essayer de sélectionner une zone qui lui convient le mieux. Mais il y a également la possibilité de faire des demandes toujours sur notre réseau, mais de manière nominative, donc directement à un professionnel, un dermatologue, peut-être parce que vous le connaissez particulièrement, vous savez qu'il est juste à côté de votre patient. Donc, vous préférez que la demande aille directement à ce dermatologue-là. Donc, il y a aussi cette possibilité-là sur OmniDoc. Donc, comme je disais, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment fonctionne OmniDoc, ce sera fait juste après, mais juste ce qui est important quand même de savoir, c'est que donc, pour les lésions suspectes cutanées, le plus important, ça va être les photos. Donc, il y a un petit questionnaire qui apparaît avec quelques questions, et vraiment, il faut que les photos soient présentes, sinon la demande sera refusée. Et il faut du coup 3 types de photos. Une photo en plan large pour que le dermatologue puisse voir l'état de la peau autour de la lésion, pour pouvoir comparer les lésions suspectes. Également un plan serré pour bien voir. Là, j'ai pas de photo, mais également un plan serré avec une réglette, si possible, pour que le dermatologue ait la taille exacte de la lésion suspecte. Et bien sûr, il faut que les photos soient nettes pour qu'il puisse avoir une bonne lecture du dermatologue, parce que la téléexpertise se base quand même sur la photo. Donc, un côté de notre réseau en oncodermatologie, on a également un réseau de téléexpertise sur les dermatoses chroniques inflammatoires. Pour les dermatoses chroniques inflammatoires, ça concerne tout ce qui va être le psoriasis, la pelade, le vitiligo, la dermatite atopique, l'urticaire chronique et la maladie de Verneuil. Donc, actuellement, sur ce réseau, on a 18 dermatologues qui sont requis sur toute l'Île-de-France et on a 200 requérants inscrits au réseau. L'objectif, c'est d'obtenir majoritairement un avis thérapeutique, donc pour des patients qui sont déjà diagnostiqués. Du coup, notre réseau, il n'est pas ouvert aux mêmes requérants que pour l'oncodermatologie actuellement. Voilà, c'est des choses qui évoluent. Actuellement, c'est ouvert aux médecins généralistes, aux rhumatologues, aux pneumologues, aux gériatres, aux pédiatres et aux pharmaciens qui peuvent du coup faire des demandes sur notre réseau, qui est toujours également sur OmniDoc, comme pour l'oncodermatologie. Pour ce qui est des dermatoses chroniques inflammatoires, du coup, le réseau est beaucoup plus jeune. Il a été ouvert en mai 2024, suite à la levée de la prescription initiale hospitalière des biothérapies. Donc, à la base, les biothérapies qui sont utilisées pour les dermatoses chroniques inflammatoires pouvaient être prescrites au niveau initial que au niveau hospitalier. Et en mai 2024, ça a été ouvert également aux médecins libéraux. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a ouvert ce réseau. Donc, on a eu 257 téléexpertises qui ont été prises en charge sur ce réseau depuis son ouverture, avec une grande majorité pour des dermatites atopiques, également un petit peu d'urticaire chronique, et après, du coup, également pas mal de psoriasis et un petit peu des autres pathologies. Donc là, il y a 39% des téléexpertises qui vont ensuite nécessiter une consultation. C'est pareil sur OmniDoc, il y a un questionnaire qui existe, qui va être un petit peu plus long que pour l'oncodermatologie, parce qu'on a besoin le dermatologue a besoin de plus d'informations, vraiment de savoir depuis quand est cette pathologie, toutes les zones du corps qui sont atteintes, mais qui ensuite, du coup, peuvent, si jamais ils voient qu'il y a vraiment une nécessité, proposer un rendez-vous de dermatologie et pour peut-être changer la thérapeutique. Donc, pour chaque demande de téléexpertise, c'est le dermatologue qui, à la fin de la téléexpertise, va indiquer au requérant quelle va être la suite de la prise en charge, s'il y a besoin de voir le patient ou non, et qui va proposer un rendez-vous. Pour ce qui est du dermatose chronique inflammatoire, on est sur un temps de délai de réponse de 12 heures moyen et 1 heure de temps médian. Donc du coup, pour ce qui est de l'accès au réseau est gratuit pour les requérants et pour les requis. Il se passe donc sur la plateforme OmniDoc. Donc il suffit de vous créer un compte avec votre numéro RPPS ou votre carte CPS. Et après, du coup, pour nous retrouver, soit vous allez sur notre lien directement, sinon vous pouvez nous retrouver dans l'annuaire d'OmniDoc. On est donc ESSDV IDF Dermato. Donc, vous cliquez sur rejoindre le réseau et après, quand vous faites une demande d'avis, vous sélectionnez soit le réseau Onco-Dermato en sélectionnant la zone de l'Île-de-France qui vous concerne, ou dermatose chronique inflammatoire sur laquelle il n'y a pas de séparation de zone au niveau de l'Île-de-France actuellement, ou c'est vraiment toute l'Île-de-France sur laquelle vous ferez une demande.
Et donc, c'est le premier dermatologue qui est disponible qui répond. Donc voilà, ça c'est pour rejoindre notre réseau. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter par mail, par téléphone ou sur notre site internet. Voilà, je vous remercie. Parfait, merci Hildegarde pour cette présentation du réseau. Je vais maintenant pouvoir laisser la parole à Claudio d'Omnidoc, justement, voilà, pour nous faire une petite présentation. Tout à fait, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi je représente aujourd'hui Omnidoc, donc la solution de téléexpertise qui a été choisie par le SSDV pour la mise en place de leur projet de téléexpertise. Donc juste deux, trois mots avant de commencer sur la démo. Omnidoc est une solution qui permet de sécuriser les échanges et donc de faire de la téléexpertise entre professionnels de santé. Comme le disait tout à l'heure Hildegarde, tous les professionnels de santé aujourd'hui peuvent s'inscrire totalement gratuitement à titre individuel sur la plateforme et pouvoir du coup solliciter des demandes d'avis sur la page de l'ESSDV. Donc pour avoir un aperçu de la page un peu plus dynamique, je vous l'ai ouverte ici. Donc vous voyez que cette page de l'ESSDV, vous allez voir la description du projet médical, les différentes catégories, donc les différentes entrées dont vous parlait tout à l'heure Hildegarde, et en dessous du coup la carte avec donc les différents territoires qui sont représentés et la ligne en dermatose chronique inflammatoire. Maintenant, sur la démonstration fonctionnelle de la plateforme, c'est une application web, donc il suffit d'avoir un accès Internet et un navigateur web fonctionnel. Vous allez arriver sur la page omidoc.fr et pour l'inscription, vous allez cliquer sur le bouton s'inscrire. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton s'inscrire, vous allez avoir la possibilité de faire votre inscription de deux façons différentes. La première via votre nom ou votre numéro RPPS, via nos recherches directement sur le fichier RPPS+. La deuxième via la carte CPS ou la ICPS. Donc on est directement relié à ProSanté Connect, vous renseignez vos informations et on va vous demander pour l'inscription une adresse mail, un numéro de mobile et un mot de passe. Le numéro de mobile, il sert uniquement dans le cadre de l'envoi d'un code de sécurité par SMS pour certifier que c'est bien vous et certifier l'appareil que vous allez utiliser. Si on passe par une recherche de nom au numéro RPPS, c'est la même chose. Vous continuez, on va vous demander ces informations et une fois que vous allez être inscrit, vous allez être connecté sur la plateforme et vous allez arriver sur une page comme celle-ci. Et donc là, pour la démonstration, je vais être sur un profil médecin généraliste requérant qui va faire une demande à un des dermatologues de l'ESSDV. Mais grosso modo, lorsque vous allez être connecté sur Doc, vous allez avoir une page de présentation avec les informations qui vont remonter directement des ordres des différentes professions de santé, avec vos diplômes, vos lieux d'exercice, etc. Et lorsque vous allez vouloir solliciter une demande par exemple, à l'ESSDV, ce que disait tout à l'heure Hildegarde, soit vous avez directement accès à la page via le lien court qu'on va créer sur notre plateforme, soit vous pouvez également passer par l'onglet d'annuaire ici à gauche. Donc le menu à gauche, vous allez retrouver un menu requérant, un menu requis pardon, et vos différents paramètres de compte. Et si je passe par l'onglet d'annuaire, cet annuaire va venir me géolocaliser autour de mon lieu d'exercice et me montrer toute l'offre de téléexpertise qu'il y a autour de moi. Cette offre de téléexpertise, elle est illustrée soit via des points bleus qui représentent les experts, donc les requis à titre individuel qui utilisent la plateforme, soit les points rouges qui représentent ce fameux réseau de téléexpertise qu'on va pouvoir filtrer par spécialité. Et donc ici, si je veux faire une demande en dermatologie, je vais venir isoler tous les dermatologues et tous les réseaux qui contiennent au moins une ligne en dermatologie. Et donc, je retrouve bien ici euh, à droite, le réseau de l'ESSDV d'Île-de-France. Je clique sur voir le réseau, j'arrive sur la page euh, du réseau de l'ESSDV. Et ici, je vais faire par exemple nouvelle demande et je décide par exemple de faire une demande sur la ligne de dermatose chronique inflammatoire. Ici, une fois que j'ai sélectionné la ligne que je voulais solliciter, la première chose qu'on va me demander lorsque je suis demandeur, requérant, c'est de renseigner les informations administratives du patient. Les informations administratives, on a la possibilité de les renseigner soit à la main, comme je suis en train de le faire ici devant vous, soit via le lecteur de carte vitale que vous voyez en haut à gauche, ou à partir d'un fichier. C'est-à-dire qu'un fichier avec des informations patients, vous pouvez le charger dans Omnidoc, on va lire ces informations et pré-remplir ces différentes cases. Ici, le SSDV va demander en supplément des informations complémentaires, ici notamment l'adresse complète du patient et le numéro de téléphone de ce même patient pour pouvoir potentiellement le contacter si besoin après une téléexpertise.
Lorsqu'on a validé ces informations, vous allez voir qu'on arrive donc sur la page où on va pouvoir demander l'avis. On a accès à des instructions médicales qui sont les informations dont pourraient avoir besoin les experts pour répondre au mieux à l'avis et surtout accès au questionnaire dont on vous parlait tout à l'heure. Ici, par exemple, je suis professionnel de santé médecin et je sélectionne, par exemple, je vais faire une demande d'avis pour le psoriasis et là, j'ai les différents items qui vont apparaître auxquels je vais pouvoir répondre. Tous ceux marqués d'une astérisque sont ceux qui sont obligatoires et donc je vais répondre, par exemple, à toutes les questions. Donc là, ça n'a aucun sens médical ce que je suis en train de répondre, c'est juste pour la démonstration. Et donc, tant que j'ai pas rempli toutes les informations obligatoires, je ne peux pas avancer. Et il y a certaines informations qui peuvent être facultatives. Et donc ici, j'ajoute par exemple ma demande et vous voyez ici, il y a un questionnaire qui est quand même assez bien fourni, qui permet du coup aux experts de pouvoir mieux répondre à votre demande. C'est un peu complémentaire. Donc j'ai la possibilité à ma demande d'ajouter donc, des pièces jointes. Les pièces jointes que je vais pouvoir ajouter à une demande de téléexpertise. Dans le cas de l'ESSDV, c'est des photos obligatoires, mais on a la possibilité d'ajouter toutes sortes de fichiers. Photos, vidéos, textes, documents, PDF, fichiers d'ACOM, etc. J'ajoute par exemple des dermoscopies ou des photos de mélanome à ma demande. Et une fois que j'ai terminé de rédiger ma demande, je peux cliquer en haut à droite sur le bouton envoyer. Quand je clique sur le bouton envoyer, il y a une notification qui est envoyée à un des experts, aux experts pardon, de l'ESSDV. Et là, je vais passer du coup du côté du profil de démonstration du docteur Sulimovic, qui est donc un des experts qui va répondre aux avis en dermatose chronique inflammatoire. Et il va pouvoir retrouver du coup la demande dans son environnement ESSDV. Il va pouvoir donc ouvrir cette demande, voir les réponses que vous avez données du coup au questionnaire et pouvoir répondre du coup ici dans cet encadré. Côté expert, il aura la possibilité du coup d'ajouter toutes sortes de fichiers, la possibilité également de prescrire, donc d'ajouter une ordonnance directement en pièce jointe ou d'ajouter des modèles de réponse qui sont des blocs de texte pardon, qui leur permettent euh, de pouvoir répondre plus rapidement, donner des conduites à tenir pour des avis qui seraient récurrents, par exemple, lorsqu'il n'y a rien à signaler ou lorsqu'il y a besoin de photos complémentaires, comme c'est le cas ici. Et donc ici, l'expert, une fois qu'il a terminé de répondre à l'avis, il a la possibilité, s'il le souhaite, d'ajouter un confrère s'il a besoin d'un avis supplémentaire, et c'est lui qui va pouvoir également terminer sa demande en cliquant ici en haut à droite sur le bouton clôturer. On clique sur le bouton clôturer, donc eux, de leur côté, ils vont avoir la possibilité du coup de répondre à un questionnaire qui va leur permettre du coup de donner, de pouvoir faire les différentes statistiques que vous a montré tout à l'heure Hildegarde. Et une fois que on a validé l'acte, on va nous demander quel acte on fait de côté. Donc, côté expert, c'est un acte TE2, comme on le disait tout à l'heure, valorisé 20 euros par l'assurance maladie. On clôture. Et ici, une fois que la demande est terminée, vous, de votre côté, côté requérant, lorsque vous avez fait une demande et que vous avez une réponse et que cette demande est clôturée, vous allez pouvoir avoir accès à un compte-rendu qui est généré de manière automatique et aux informations administratives pour pouvoir valoriser l'acte de téléexpertise. Donc, sur Omnidoc, via ce bouton compte rendu, vous voyez ici dans le menu, vous avez la possibilité donc de télécharger en PDF ou en Word ce compte rendu et d'utiliser également la messagerie MS Santé pour pouvoir soit vous envoyer le document directement dans votre logiciel, soit pouvoir l'envoyer à un correspondant. De la même façon, OmniDoc a la possibilité et a déjà créé des connecteurs avec les logiciels, vos logiciels métiers, une bonne partie, quasiment 50% des logiciels métiers aujourd'hui sont interfacés avec OmniDoc, ce qui permet, par exemple, d'envoyer le compte-rendu directement dans votre dossier patient et votre dossier patient détecte du coup le compte-rendu, vous propose soit de créer le dossier du patient s'il n'existe pas, soit de mettre le compte-rendu automatiquement dans ce dossier patient. Ce sera pareil côté facturation, je vous montrerai juste après. Sur le compte rendu, donc je voulais juste vous montrer à quoi il ressemble. Vous avez un premier encadré avec les informations administratives du patient et de ceux qui ont participé à la demande d'avis, donc le professionnel de santé requérant, l'expert requis, les échanges d'avis écrits qui ont eu lieu entre le requérant et le requis, donc ici la réponse aux questions, la réponse au questionnaire, pardon, la demande qu'on avait, la réponse du requis, et enfin les pièces jointes qui ont été ajoutées à cette téléexpertise. Et c'est ce compte rendu qu'il faut mettre du coup dans le dossier patient et qui sert de traçabilité des avis qui sont faits entre vous et l'expert requis. Pour la partie facturation, vous avez ce bouton facturation, vous allez retrouver
toutes les informations administratives qui vont être indispensables pour pouvoir créer le dossier du patient s'il n'existe pas dans votre logiciel métier et faire la feuille de soins électronique à envoyer à l'assurance maladie. Pour ce faire, soit votre logiciel, il est interfacé, il n'est pas interfacé avec Omnidoc, excusez-moi, et dans ce cas-là, on a une liste de logiciels qui apparaît que nous avons nous-mêmes fournis. Et pour la majorité des logiciels, vous pouvez retrouver un tutoriel qui vous explique comment facturer les actes de téléexpertise dans votre logiciel. L'idée, quand le logiciel n'est pas interfacé, c'est de venir sélectionner les différentes informations dans Omnidoc en cliquant dessus. Donc vous les copiez et vous les collez dans votre logiciel. Si vous avez un logiciel avec lequel Omnidoc est interfacé, je pense notamment à Stellar, vous avez donc un bouton qui apparaît en plus, qui est le bouton facturer dans tel logiciel. Et quand vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir votre logiciel et ça va en fait transmettre automatiquement toutes ces informations dans votre logiciel et ça va pré-remplir votre feuille de soins que vous n'aurez plus qu'à valider pour pouvoir l'envoyer directement à l'information, à l'assurance maladie, excusez-moi. Afin de pouvoir créer donc ces connecteurs qui existent avec le logiciel métier, on doit bien évidemment rentrer en contact avec les éditeurs. On est en contact avec la majorité d'entre eux, certains avec lesquels on a déjà fait des interfaces, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la moitié des logiciels aujourd'hui sur le marché. Sur l'autre moitié, il y a à peu près un tiers avec lequel peut-être on n'est pas encore en contact et les deux autres tiers avec lesquels on est en contact et parmi lesquels on a déjà des discussions en cours pour mettre en place du coup ces différentes interfaces. Voilà pour la démonstration. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'inscription est gratuite. Vous inscrivez en quelques clics. Vous avez la possibilité d'avoir accès à l'annuaire pour solliciter des avis, par exemple à l'ESSDV, faire votre demande, recevoir une notification lorsque vous avez un retour. Une fois que cet avis est terminé, pouvoir avoir accès à un compte-rendu automatique et pouvoir facturer les actes dans vos logiciels métiers. On sépare vraiment la partie médicale qui est faite sur Omnidoc de la partie administrative qui est faite directement dans vos logiciels. J'ai terminé, du coup, la démonstration, Gladys. Merci beaucoup à tous. Merci Claudio pour cette présentation d'Omnidoc et on va pouvoir passer à la dernière intervention qui est celle de Damien Brigonnet qui est accompagné d'un médecin. Donc je vous laisse la parole pour nous faire un petit témoignage sur l'utilisation justement. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Damien Brigonnet, donc le cadre de santé dans un EHPAD qui accueille 109 résidents au total. Nous avons la chance d'avoir sur place 2 médecins à temps plein, ce qui facilite la coordination médicale au quotidien. J'ai justement Dr Aboud, alors vous la voyez pas, elle est un peu cachée. Bonjour. C'est la médco de l'établissement. Malgré notre bonne capacité médicale, l'accès à certaines spécialités reste un vrai défi, notamment pour la dermatologie. Voilà pourquoi nous utilisons régulièrement l'outil Omnidoc depuis un peu plus d'1 an et on sollicite l'ESSDV pour les expertises dermato depuis environ 6 mois. Je suis donc là pour en faire un témoignage d'utilisateur et j'ai pas d'autre lien finalement que l'utilisation de l'outil. Dans notre établissement, les délais d'accès aux consultations dermatologiques peuvent prendre 3 à 6 mois selon les périodes. Pour des personnes âgées qui souffrent de polypathologie avec des troubles cognitifs, des difficultés de déplacement, cela devient rapidement un frein majeur à leur prise en charge adaptée. Donc, face à cette situation, nous avons décidé de recourir à la télémédecine, plus précisément donc à la téléexpertise dermato de l'ESSDV. Cela nous permet d'obtenir un avis spécialisé rapide à partir de photos et d'un compte-rendu médical transmis par voie sécurisée, comme il a été précisé juste avant. Comment ça se concrétise concrètement chez nous? Les soignants constatent une lésion, ils en font part au médecin. Après concertation pluriprofessionnelle, il est décidé de faire une demande. Je me connecte alors sur Omnidoc et je demande un avis en cliquant sur l'icône en haut à droite qui a été présentée tout à l'heure. Parmi mes contacts, je sélectionne l'ESSDV Île-de-France Nord, puisque nous, on est dans le 95. Je renseigne les informations du résident, son nom, son prénom, numéro de sécurité sociale, date de naissance, l'adresse et le numéro de téléphone de la structure. Ensuite, je renseigne les différents critères pour identifier la lésion et je renseigne, moi j'aime bien renseigner les antécédents ainsi que les traitements que le résident a en cours afin de compléter la demande d'expertise. J'y ajoute des photos, c'est très simple, hein. Je fais des photos avec mon téléphone, je les renvoie sur mon adresse mail professionnelle et ensuite de mon adresse mail professionnelle, je les remets sur Omnidoc. Nous avons ensuite une réponse rapide d'un médecin expert, le plus souvent dans les 24 heures. Nous pouvons ensuite récupérer un compte-rendu détaillé, accompagné si nécessaire d'une proposition de rendez-vous présentiel.
pratique présente plusieurs avantages pour nous. Une réactivité accrue, un confort pour les résidents puisqu'il y a moins de déplacements qui les fatiguent et qui les désorientent. Une traçabilité puisque le compte-rendu peut être annexé au dossier médical du résident, ce qui améliore la qualité du suivi. Et c'est un outil qui est très apprécié par les résidents et leurs proches. D'ailleurs, cette démarche a été valorisée lors de notre évaluation externe par la HAS, notamment comme exemple d'innovation organisationnelle au service du résident. Pour conclure, je dirais que la télémédecine, et en particulier en télédermato, c'est un formidable levier d'équité d'accès aux soins pour nos résidents en EHPAD. C'est une solution à la fois efficace et valorisante, notamment pour les patients, pour les équipes soignantes et la structure en elle-même. Nous avons déjà étendu cet outil à d'autres spécialités comme l'infectiologie, la psychiatrie et un service de paix chronique et cicatrisation. Voilà, je ne sais pas si de votre côté vous avez des questions. Je vais essayer d'y répondre. Je rends donc la parole à Gladys. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va en effet pouvoir passer aux questions. Merci pour toutes ces interventions. Merci à chacun. Alors, on va pouvoir passer à la première question qui, je pense, était adressée à Pierre-Michael. Si Pierre-Michael est toujours disponible. La question, c'était pour la télésurveillance, qu'en est-il des IPA? Est-ce qu'ils ont accès et quels sont leurs accès, justement? Oui, alors l'activité de télésurveillance, elle peut être organisée, je pense également particulièrement en établissement. Alors, elle peut être réalisée par un médecin spécialiste et libéral depuis son cabinet, où c'est lui qui pilote en fait cette activité par lui-même. Ça peut être aussi une activité organisée au sein d'un établissement et auquel cas, c'est pas forcément un médecin qui est derrière le logiciel à suivre les différents paramètres, mais ça peut être une équipe derrière constituée d'infirmiers qui check les différents paramètres et fait remonter les éventuelles alertes à un médecin. Alors, je sais pas si c'était ça précisément la question ou savoir si c'était une IPA qui pouvait directement piloter une activité de télésurveillance. Je n'ai pas plus de précision sur Ouais. la question, mais auquel cas Ouais, dans ce cas-là, sur cette directement. question-là, aujourd'hui, non. Ok, C'est- parce qu'elle elle avait écrit directement. Hmm. Ok. Merci pour cette précision. Ensuite, c'était une question pour Hildegarde. C'était donc avec quelle plateforme travaillez-vous si c'est le cas? Est-ce que vous utilisez UVI pour l'analyse d'images? Ou alors travaillez-vous juste sur photo? C'était la Non, question. du coup, il n'y a pas d'analyse d'image. Les dermatologues, ils utilisent juste, donc, ils analysent la photo directement. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une photo plan large et une photo resserrée avec réglette. Et c'est donc directement une analyse avec l'œil du dermatologue sur la photo. Et après, du coup, bon, bah, soit il voit directement qu'il y a une lésion bénigne et qu'il n'y a pas besoin de voir le patient, ou alors que bah, directement, il peut voir qu'il y a un mélanome ou un carcinome. Et bah, s'il y a un doute, il demande soit plus de photos. Donc, c'est pour ça que, comme vous montrez, Claudio sur OmniDoc, donc il y a un chat qui peut avoir lieu, donc un échange de messages entre le requérant et le requis. S'il y a besoin de nouvelles photos, il redemande de nouvelles photos. Et même si à la suite de différentes photos, il y a toujours un doute, bah, du coup, il va également demander de voir le patient pour supprimer ce doute et utiliser bah, les outils que le dermatologue peut avoir directement pour être sûr. Voilà. Parfait, merci Hildegarde pour ces précisions. Et une autre question qui là, cette fois-ci, est adressée à Damien, qui est une question simple qui demande si vous utilisez un dermatoscope. Alors non, pas du tout. Je prends vraiment les photos qu'avec mon téléphone ou même le médecin qui prend avec son téléphone perso. Pas de dermatoscope parce qu'on n'en a pas encore sur place. Peut-être qu'un jour on y viendra. Mais pour le moment, on n'a pas eu besoin. Du moins, les experts nous ont pas demandé de photos de meilleure qualité que ce qu'on envoyait. Si je peux rajouter par rapport au dermatoscope, voilà, il n'y a pas du tout d'obligation d'utiliser un dermatoscope. C'est pas l'objectif de ce réseau. L'objectif, c'est vraiment que bah, le requérant fasse avec bah, les photos comme ça. Certains médecins généralistes ont des dermatoscopes et du coup, ils l'utilisent. Mais c'est pas du tout nécessaire ni obligatoire. Et une photo nette, bien posée, est très bien pour faire une première téléexpertise. Parfait. Merci pour vos réponses. Yvan a levé la main, donc je te laisse la parole.
Absolument. Donc, moi, c'était juste pour faire un retour à tout sur ce qui se passe dans les autres régions et les différentes organisations. Et je pense que la loi permet, et ça a été rappelé par Pierre Michael, hein, beaucoup de possibilités différentes. Et c'est vrai qu'on a des expérimentations, notamment en Nouvelle-Aquitaine, où les kinésithérapeutes, en lien avec l'ARS, ont une expérimentation dans les EHPAD. C'est-à-dire que c'est les kinésithérapeutes qui vont dans les EHPAD, dans certains EHPAD, et qui, en fait, font la téléexpertise sur un champ un peu plus large. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a d'autres endroits où en fait les équipes euh, imposent des dermatoscopes. C'est vrai qu'en Île-de-France, ce n'est pas le cas avec le SSDV, mais pour d'autres, ils imposent un certain type de dermatoscope et il y a une formation préalable. C'est le cas par exemple avec le CHU de Bordeaux. En Nouvelle-Aquitaine, il y a des maisons de santé qui s'organisent pour que les kinésithérapeutes de la maison de santé soient, entre guillemets, orientés et les patients et les médecins généralistes s'orientent directement vers les kinésithérapeutes pour faire cet acte, entre guillemets, pas de télexpertise, mais de renvoyer et de regarder les patients. Il y a ce qu'on appelle tout ce qui est enfin, euh, comment dirais-je, voilà, tout ce qui est occasionnel, c'est-à-dire que vous avez un patient et en fait vous trouvez qu'il y a quelque chose et vous faites directement soit avec un médecin et les CPTS, ça a été évoqué. Il peut y avoir des parcours intra-CPTS qui se mettent en place et qui sont aussi intéressants. Voilà, donc il y a une richesse entre guillemets de la téléexpertise et de la télédermatologie puisque c'est vrai qu'on a connu même pendant le Covid sur des boucles WhatsApp des problématiques assez importantes, notamment les pédicures podologues se posaient des questions sur est-ce que le Covid entraîne des pathologies, je dirais, au niveau de la peau. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de richesses d'échanges. Et je pense qu'aujourd'hui, les exemples qui nous ont été montrés montrent qu'il y a des solutions, que ça soit dans les EHPAD, que ça soit en libéral, que ça soit avec des établissements. Et donc, utilisons-les. C'est en, en somme toute ce que j'ai envie de dire, que ça soit avec Omnidoc, que ça soit avec Cortive, que ça soit avec Doctolib, que ça soit etc. Je pense que ce qui a été montré avec Omnidoc est bien, et notamment pour la facturation, parce que pour les professionnels libéraux, il y a cette problématique de la facturation. Donc pour l'instant, les logiciels interopérables sont ceux des médecins essentiellement. Nous, on nous annonce pour nos professions que c'est interopérable en 2024, en 2025, et j'espère que ça le sera en 2026. Mais c'est vrai que la facturation est quand même un frein aussi. Et la facilité de transmission, que ça soit dans le DMP, que ça soit dans l'outil de facturation, est aussi quand même un gage de succès pour tous ces outils. Parce que c'est vrai qu'au bout du compte, si on n'arrive pas à facturer, ça pose des problèmes. Mais enfin, euh, j'ai bien vu que Omnidoc était accessible grâce à l'ICPS, ce qui est bien puisque le DMP en ce moment est en panne et on ne peut pas accéder avec nos ICPS. Donc au moins il y a des choses qui fonctionnent. Voilà, de ce côté-là. En tout cas, merci. Je laisse la parole à Gladys pour la fin si les uns et les autres vous voulez vous exprimer. Et bah, merci à tous. Et Gladys ou les uns et les autres, je vous laisse la parole. Merci Yvan pour ce petit point. Je ne sais pas si un des intervenants a un élément à rajouter. Auquel cas, sinon, voilà, on pourra mettre fin à ce webinaire. Donc, merci à tous les intervenants pour ce webinaire qui a été riche. Merci aussi à tous les spectateurs et pour leurs questions. On va pouvoir mettre fin du coup à ce webinaire, à ce troisième webinaire sur la téléexpertise en dermatologie. Voilà, merci à tous et on vous souhaite une bonne journée. Merci, Merci, au au Merci revoir. revoir. beaucoup, bonne journée, au revoir. Au revoir, bonne Au journée. revoir.